Imaginez une île où tous les habitants appartiennent à la même famille, descendants d'un seul homme, ou un lieu si reculé que l'hôpital le plus proche se trouve à des milliers de kilomètres. Ces îles, si secrètes qu'elles semblent figées dans le temps, ont accueilli des dirigeants en exil et des parias dont les histoires hantent encore les mémoires. Préparez-vous à découvrir les îles les plus isolées de la planète, des lieux qui pourraient bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Numéro 10. Sainte-Hélène. Sainte-Hélène est une île reculée dans l'océan Atlantique Sud, connue pour son importance historique et son isolement. Elle fut découverte en 1502 par des explorateurs portugais et devint plus tard un arrêt clé pour les navires voyageant entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Au fil des siècles, l'île fut contrôlée par différentes puissances coloniales, passant finalement sous domination britannique. Malgré sa petite taille et son emplacement isolé, Sainte-Hélène joua un rôle crucial dans le commerce maritime mondial et l'histoire militaire. Le chapitre historique le plus célèbre de l'île commença en 1815, lorsque Napoléon Bonaparte y fut exilé par le gouvernement britannique après sa défaite à la bataille de Waterloo. Napoléon fut envoyé à Sainte-Hélène pour empêcher toute possibilité d'évasion ou de retour au pouvoir. Les Britanniques choisirent l'île en raison de son extrême isolement, rendant presque impossible une tentative de secours ou de retour. Napoléon arriva à Sainte-Hélène le 15 octobre 1815. Il fut d'abord logé au pavillon des Briars avant de déménager à Longwood House, où il passa le reste de sa vie. Les conditions de son exil étaient strictes, avec des gardes britanniques stationnés autour de l'île pour prévenir toute tentative d'évasion. Malgré cela, il maintint un petit foyer et passa beaucoup de temps à dicter ses mémoires et à discuter avec ses compagnons. Sa santé déclina progressivement et, le 5 mai 1821, il mourut à l'âge de 51 ans. La cause de sa mort reste un sujet de débat historique, avec des théories allant du cancer de l'estomac à l'empoisonnement. Son corps fut enterré sur l'île, mais fut ensuite transporté en France en 1840, où il fut réinhumé aux Invalides à Paris. Pendant plus d'un siècle, Sainte-Hélène ne fut accessible que par voie maritime. Le RMS Sainte-Hélène, un navire de passagers et de fret battant pavillon britannique, était le principal lien entre l'île et le Cap, en Afrique du Sud. Ce navire était essentiel pour transporter les provisions et les personnes, assurant la survie de l'île malgré son isolement. Cependant, en 2017, la construction d'un aéroport marqua un changement significatif. L'aéroport était censé améliorer l'accessibilité, mais les vols restent limités en raison des coûts élevés et des défis liés aux conditions météorologiques pour l'atterrissage. En conséquence, atteindre Sainte-Hélène demeure difficile, préservant son statut parmi les lieux habités les plus isolés de la planète. L'île compte une petite population d'environ 4500 personnes, appelées les Saints. La vie à Sainte-Hélène présente des défis quotidiens, notamment des coûts d'importation élevés pour les biens essentiels comme la nourriture et les matériaux de construction. L'éducation sur l'île est limitée, poussant de nombreux jeunes résidents à chercher des opportunités à l'étranger. Malgré ces difficultés, la communauté conserve une forte identité culturelle, façonnée par des influences africaines, européennes et asiatiques. Le tourisme joue un rôle important dans l'économie de l'île. De nombreux visiteurs viennent voir la résidence et la tombe de Napoléon, ainsi que les paysages accidentés et les sites historiques de l'île. Cependant, en raison de l'emplacement isolé et des infrastructures limitées, le nombre de touristes reste faible. Numéro 9. L'île Pitcairn. L'île Pitcairn, située dans l'océan Pacifique, est l'un des endroits habités les plus reculés de la Terre. Avec une population d'environ 60 personnes, son histoire est profondément liée à la célèbre mutinerie du HMS Bounty en 1789. La mutinerie eut lieu lorsque des marins, menés par Fletcher Christian, renversèrent le capitaine William Bligh. Cherchant à échapper aux autorités britanniques, les mutins et un groupe de Polynésiens voyagèrent à travers le Pacifique pour trouver un lieu isolé. En 1790, ils arrivèrent à l'île Pitcairn, une île volcanique inhabitée avec des terres fertiles et de l'eau douce. Son isolement en faisait un refuge idéal, car sa position était mal cartographiée par les explorateurs européens, réduisant les chances de découverte. La vie sur l'île Pitcairn fut d'abord difficile. Les colons construisirent des maisons, cultivèrent des cultures et établirent une communauté autosuffisante. Cependant, des tensions émergèrent rapidement entre les mutins et les Polynésiens, menant à des conflits violents. En 1800, seul un mutin, John Adams,
restaient en vie. Il prit la responsabilité des femmes et des enfants survivants, assurant la stabilité de la communauté. Sous son leadership, la société pitcairnaise développa un mode de vie structuré, fortement influencé par les enseignements chrétiens. Pendant de nombreuses années, Pitcairn resta largement inconnu du monde extérieur. Ce ne fut qu'en 1808 que le navire américain Topaz redécouvrit l'île. Les autorités britanniques apprirent finalement l'existence de la colonie, mais en raison de son éloignement et de la nature pacifique des habitants, elles ne prirent aucune mesure immédiate. En 1838, Pitcairn devint un territoire britannique d'outre-mer, l'un des premiers endroits à accorder le droit de vote aux femmes. La langue de l'île, le pitcairnais, est un mélange d'anglais du XVIIIe siècle et de tahitien, reflétant l'héritage mixte des colons. Ce dialecte unique reste une partie essentielle de la culture de l'île. Les résidents de Pitcairn maintiennent également des artisanats traditionnels, comme la sculpture sur bois et le tissage complexe de paniers, transmis de génération en génération. Ces artisanats servent non seulement d'objets culturels, mais aussi de sources de revenus vendus aux visiteurs et aux collectionneurs. L'isolement de Pitcairn présente de nombreux défis. L'île n'a pas d'aéroport et le transport dépend de rares arrivées de bateaux, souvent retardés par les conditions météorologiques. Les provisions, comme la nourriture, les médicaments et les matériaux de construction, doivent être commandés des mois à l'avance. Les soins de santé sont limités, nécessitant le transport des cas médicaux graves vers la Nouvelle-Zélande ou Tahiti, un voyage qui peut prendre des jours. Les préoccupations démographiques posent également un problème important. De nombreux jeunes quittent Pitcairn pour des opportunités d'éducation et d'emploi à l'étranger, et peu reviennent. Avec une population en déclin, l'île fait face à un avenir incertain. Malgré cela, des efforts continuent pour préserver l'héritage de Pitcairn. Les descendants des mutins originaux, comme Jackie Christian, travaillent activement à préserver l'histoire de l'île à travers des récits, des projets culturels et des initiatives touristiques. Numéro 8. L'île Palmerston. L'île Palmerston, faisant partie des îles Cook, abrite une petite communauté isolée d'à peine 62 personnes. Ce qui rend cette île unique, c'est que presque tous ses résidents sont des descendants directs d'un seul homme, William Masters, qui s'installa sur l'île en 1863. L'île Palmerston était inhabitée lorsque Masters, un charpentier et constructeur de navires britanniques, y arriva. Il s'installa avec ses 3 épouses polynésiennes et fonda une famille qui devint une petite communauté autosuffisante. Au fil du temps, ses descendants continuèrent à résider sur l'île, créant une société soudée et dépendante des traditions transmises de génération en génération. Aujourd'hui, tous les résidents sauf 3 sont liés à lui, faisant de Palmerston un rare exemple de colonie familiale unique. La vie sur l'île Palmerston est définie par l'isolement et des ressources limitées. L'île n'a ni magasin, ni banque, ni marché, ce qui oblige les résidents à compter sur leur propre ingéniosité pour subvenir à leurs besoins. La pêche est une partie cruciale de la vie quotidienne, fournissant à la fois de la nourriture et des revenus. Les récifs coralliens environnants servent de riches zones de pêche, approvisionnant les insulaires en fruits de mer constants. De plus, les résidents maintiennent des plantations de cocotiers, qui contribuent à leur alimentation et à leur commerce. L'accès à l'eau douce est un autre défi. L'île n'a pas de source d'eau douce naturelle, donc la collecte d'eau de pluie est essentielle. De grands réservoirs capturent et conservent l'eau de pluie, assurant un approvisionnement pour boire et les besoins quotidiens. L'électricité à Palmerston est également limitée. Des générateurs diesel fournissent de l'énergie seulement 6 heures par jour, rendant la conservation d'énergie nécessaire. Les soins de santé sont une préoccupation majeure pour les insulaires. Il n'y a pas d'installations médicales à Palmerston, donc tout problème de santé grave nécessite un voyage à Rarotonga, le centre administratif des îles Cook, à plus de 482 km. Ce voyage peut prendre plusieurs jours par bateau, selon les conditions météorologiques, rendant les urgences médicales particulièrement difficiles à gérer. Malgré ces épreuves, l'île Palmerston maintient un fort sentiment de communauté. Les résidents travaillent ensemble pour assurer la durabilité de leur foyer. Les femmes jouaient un rôle crucial dans le maintien du mode de vie de l'île, supervisant la préparation des repas, gérant les ressources et soutenant l'éducation des enfants. Les écoles de l'île offrent une éducation de base, mais pour un enseignement supérieur, les jeunes doivent partir pour des îles plus grandes ou à l'étranger, et beaucoup ne reviennent pas. La connexion de l'île au monde extérieur est limitée. Les navires de ravitaillement n'arrivent que quelques fois par an, apportant des biens essentiels comme le carburant, les médicaments et les aliments non périssables.
La communication avec le reste du monde dépend d'une connexion Internet par satellite, mais elle reste lente et peu fiable, en raison de l'emplacement isolé de l'île. La beauté naturelle de Palmerston est l'un de ses plus grands atouts. Les récifs coralliens entourant l'île sont non seulement visuellement frappants, mais jouent également un rôle vital dans la survie des insulaires. La communauté a un profond respect pour l'océan et ses ressources, pratiquant des méthodes de pêche durables pour assurer la pérennité de leur mode de vie. Numéro 7. Socotra. Socotra est une île située à plus de 321 km au large des côtes du Yémen, dans l'océan Indien. Socotra est largement reconnue pour ses paysages distinctifs, sa biodiversité unique et son héritage culturel façonné par des siècles d'isolement. Socotra a été géographiquement et écologiquement isolée pendant des millions d'années. En conséquence, environ un tiers des espèces végétales et animales de l'île ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. L'exemple le plus célèbre est l'arbre à sang de dragon, connu scientifiquement sous le nom de Dracaena cinnabari, reconnu pour sa canopée en forme de parapluie et sa sève rouge, utilisée historiquement à des fins médicinales et de teinture. D'autres espèces notables incluent l'arbre à encens de Socotra et divers reptiles et oiseaux qui se sont adaptés aux conditions difficiles de l'île. La population humaine de l'île, principalement d'origine arabe et bédouine, vit en relatif isolement depuis des siècles. Les Socotris parlent le socotri. Une ancienne langue sud-arabique sans proche parent dans le monde moderne. Cette langue, transmise oralement à travers les générations, reflète les traditions profondément enracinées de l'île et son influence extérieure limitée. L'économie de Socotra a historiquement reposé sur la pêche, l'élevage de bétail et la récolte de plantes locales à des fins médicinales et commerciales. L'encens et la myrrhe, autrefois des marchandises précieuses dans les routes commerciales antiques, sont toujours collectées par les locaux pour un usage traditionnel et spirituel. Les habitants de Socotra maintiennent un mode de vie qui équilibre la survie avec la préservation de l'environnement. Les femmes jouent un rôle important dans la transmission des connaissances sur les plantes médicinales et l'utilisation des herbes indigènes pour traiter les maladies et les blessures. La résine de l'arbre à sang de dragon, par exemple, est utilisée comme remède naturel pour les plaies, tandis que l'encens reste une partie essentielle des pratiques locales de guérison et religieuses. Les Socotris ont longtemps adhéré à une utilisation durable des ressources, garantissant que l'écosystème fragile de l'île reste intact pour les générations futures. Cependant, ces dernières années, des pressions externes ont de plus en plus menacé l'équilibre fragile de Socotra. Le changement climatique pose des risques tels que la hausse des températures et des schémas météorologiques changeants qui ont affecté les sources d'eau et la biodiversité de l'île. De plus, le tourisme a augmenté sans régulation suffisante, entraînant une dégradation environnementale. Le développement non contrôlé, y compris la construction de routes et l'augmentation des activités humaines dans les zones protégées, soulève des préoccupations quant à la préservation à long terme de l'environnement et de la culture unique de Socotra. Des efforts de conservation sont en cours, avec des organisations locales et internationales travaillant pour protéger sa biodiversité et promouvoir un tourisme durable. En 2008, Socotra fut désigné site du patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnaissant son importance écologique et culturelle. Les initiatives de conservation se concentrent sur la préservation des espèces endémiques, la gestion responsable des ressources naturelles et l'éducation des visiteurs et des résidents sur l'importance de la gestion environnementale. Malgré ces défis, Socotra reste l'un des endroits les plus remarquables et biologiquement diversifiés de la Terre. Son isolement a préservé un mode de vie et un écosystème unique en leur genre. L'avenir de l'île dépend d'une gestion prudente et d'efforts continus pour équilibrer les besoins humains avec la protection écologique, garantissant que l'héritage unique de Socotra perdure pour les générations à venir. Numéro 6. Tristan da Cunha. Tristan da Cunha est situé dans l'océan Atlantique Sud, à environ 2735 km de l'Afrique du Sud et à plus de 3218 km de l'Amérique du Sud. L'île fait partie d'un petit archipel volcanique et reste l'un des établissements humains les plus isolés au monde. Elle compte une population d'environ 250 personnes, vivant dans le seul village, Édimbourg des Sept Mers. L'île fut découverte en 1506 par l'explorateur portugais Tristan da Cunha, dont elle porte le nom. Cependant, elle ne fut pas colonisée de manière permanente avant le début du XIXe siècle.
En 1816, les Britanniques annexèrent officiellement l'île pour empêcher qu'elle ne soit utilisée par les Français comme base pour secourir Napoléon Bonaparte, exilé à Sainte-Hélène. Au fil du temps, des colons, y compris des pêcheurs, des survivants de naufrages et des baleiniers, formèrent une petite communauté autosuffisante. La vie à Tristan d'Acunha présente des défis importants en raison de son extrême isolement. Il n'y a pas d'aéroport et le seul moyen d'atteindre l'île est par bateau, un voyage qui peut prendre jusqu'à 1 semaine depuis l'Afrique du Sud. Les provisions, y compris la nourriture, les médicaments et le carburant, n'arrivent que quelques fois par an. Les installations médicales sont limitées et les résidents nécessitant un traitement spécialisé doivent voyager des milliers de kilomètres pour atteindre les hôpitaux en Afrique du Sud. L'île dispose d'une petite école, d'un seul magasin et d'un gouvernement local qui gère les affaires quotidiennes. L'économie de Tristan d'Acunha repose principalement sur l'agriculture de subsistance, la pêche et les revenus tirés de la vente de timbres et d'artisanat. L'île est connue pour son industrie de pêche au homard durable, qui fournit une source de revenus grâce aux exportations. Les résidents maintiennent de petits jardins et élèvent du bétail pour compléter leur alimentation. En raison de l'absence d'activités commerciales à grande échelle, la communauté fonctionne sur la coopération et le partage des ressources. L'environnement naturel de Tristan d'Acunha est à la fois magnifique et rude. L'île abrite une faune unique, y compris des oiseaux marins comme l'albatros de Tristan et le manchot sauteur du Nord. Les eaux environnantes sont une zone marine protégée, soutenant une variété d'espèces de poissons. Cependant, le climat est souvent imprévisible, avec des vents forts et des tempêtes posant des défis à la vie quotidienne. Un événement significatif dans l'histoire de l'île eut lieu en 1961, lorsqu'une éruption volcanique força l'évacuation de toute la population vers l'Angleterre. Les résidents y vécurent pendant 2 ans avant de décider de retourner, malgré les risques posés par le volcan actif. Tristan d'Acunha reste une société soudée, où des noms de famille comme Glass, Green et Swain remontent aux premiers colons de l'île. Les femmes jouent un rôle essentiel dans l'éducation, le maintien des traditions et le soutien à l'économie locale. Malgré les défis modernes, les habitants de Tristan d'Acunha continuent de prospérer, préservant leur mode de vie dans l'un des endroits les plus reculés de la Terre. Et, tout le monde, faisons choisir nos abonnés aujourd'hui. Les îles Kerguelen, situées dans le sud de l'océan Indien, sont parmi les endroits les plus reculés de la Terre, à plus de 3218 km de la civilisation la plus proche. Cet archipel administré par la France, faisant partie des terres australes et antarctiques françaises, n'a pas de population humaine permanente. Au lieu de cela, de petits groupes de scientifiques et de personnel de soutien se relaient pour étudier le climat, la glaciologie et les écosystèmes marins. Les îles ont un climat rude et impitoyable, avec des températures moyennes quotidiennes allant de 2,1 à 8,2 degrés Celsius. Les vents forts, les tempêtes fréquentes et les conditions glacées rendent l'habitation à long terme presque impossible. Cependant, malgré ces conditions extrêmes, les îles abritent une riche variété de faune, y compris plusieurs espèces de phoques, des albatros, des sternes et 4 types de manchots. Les Kerguelen sont également un lieu de reproduction important pour de nombreux oiseaux marins, ce qui en fait un site crucial pour les efforts de conservation. Sans loi ni moyen de retour, sans assistance extérieure, la vie sur ces îles est dictée par la nature seule. Comment la faune survit-elle ici? Qu'est-ce qui rend ces îles cruciales pour la recherche? Voudriez-vous séjourner sur une île reculée sans accès aux commodités modernes? Partagez vos pensées dans les commentaires. Numéro 5. L'île de Pâques, Rapa Nui. L'île de Pâques, également connue sous le nom de Rapa Nui, est l'une des îles habitées les plus reculées au monde, située à plus de 3218 km du continent le plus proche. Elle est surtout connue pour ses statues de pierre massives appelées moai. Ces statues restent un symbole clé de la civilisation ancienne de l'île, qui prospéra pendant des siècles avant de connaître un déclin significatif. Les premiers colons arrivèrent sur l'île de Pâques, vers 1200 après J.C. Les habitants de Rapa Nui naviguèrent sur des milliers de kilomètres à travers l'océan Pacifique, en utilisant des techniques de navigation traditionnelles basées sur les étoiles et les courants océaniques. À leur arrivée, ils établirent une société complexe avec des compétences agricoles et architecturales avancées. Avec le temps, ils commencèrent à sculpter et à ériger près de 900 statues moai, certaines atteignant 10 mètres de hauteur et pesant jusqu'à 72 576 kg. Ces statues étaient censées représenter des ancêtres et étaient placées sur de grandes plateformes en pierre appelées ahu.
Pour transporter les énormes moaïs des carrières à leurs emplacements finaux, les habitants de Rapa Nui défrichèrent de vastes portions des forêts de l'île. Certains chercheurs pensent qu'ils utilisaient des traîneaux en bois et des cordes pour déplacer les statues. D'autres suggèrent que les statues étaient déplacées debout par un mouvement de bascule. Le processus de sculpture et de transport des statues se poursuivit pendant plusieurs siècles, façonnant le paysage culturel et environnemental de l'île. Au XVIIIe siècle, l'écosystème de l'île de Pâques s'était détérioré. L'abattage des arbres contribua à l'érosion des sols, rendant la culture des récoltes difficile. À mesure que les ressources se raréfiaient, des conflits internes émergèrent entre différents groupes sur l'île. Cela conduisit à la chute de nombreux moaïs, certains en tant qu'acte de guerre et d'autres dans le cadre de changements sociaux et religieux. Lorsque les explorateurs européens arrivèrent pour la première fois en 1722, la civilisation de l'île avait déjà subi des transformations majeures. L'explorateur néerlandais Jacob Roggeveen fut le premier Européen à documenter l'île et ses habitants. Les visites ultérieures des explorateurs espagnols et britanniques introduisirent davantage d'influences extérieures sur la population de l'île. Le déclin de la civilisation Rapa Nui s'accéléra au XIXe siècle en raison de facteurs externes. Des raids esclavagistes péruviens dans les années 1860 entraînèrent l'enlèvement forcé d'une partie importante de la population. Plus tard, l'introduction de maladies européennes et les pratiques de travail forcé réduisirent davantage la population de l'île à seulement quelques centaines d'individus à la fin du XIXe siècle. Pendant cette période, l'île de Pâques fut annexée par le Chili en 1888, devenant officiellement une partie de son territoire national. Malgré ces défis, les efforts pour préserver l'héritage culturel de Rapa Nui se sont poursuivis. Des projets de restauration archéologique commencèrent au XXe siècle, avec de nombreux moaïs réérigés à leurs positions originales. L'un des sites les plus remarquables est Ahu Tongariki, où 15 moaïs restaurés se dressent face à l'océan Pacifique. Les efforts de conservation, soutenus par l'UNESCO et le gouvernement chilien, visent à protéger l'environnement culturel et naturel de l'île. Numéro 4. L'île Caroline. L'île Caroline fait partie des îles de la ligne à Kiribati et reste inhabitée par les humains, permettant à son écosystème de prospérer avec une influence externe minimale. Elle est située à plus de 6437 km de la grande ville la plus proche, garantissant qu'elle reste largement préservée. Elle se compose d'une série d'atolls et de lagons bas, entourés de récifs coralliens qui soutiennent une vie marine diversifiée. L'atoll couvre environ 9,74 km². Et son isolement a préservé un environnement rare et vierge. L'île sert de lieu de nidification crucial pour les oiseaux marins. Les nodis noirs, les sternes blanches et d'autres espèces d'oiseaux dépendent de l'atoll pour leur reproduction, avec plus de 10 000 oiseaux marins nichant chaque année, selon le gouvernement de Kiribati. Cette forte concentration de vie aviaire souligne l'importance écologique de l'île. De plus, les crabes de cocotier, l'un des plus grands arthropodes terrestres, habitent l'atoll, bénéficiant de l'absence de présence humaine. Les récifs coralliens de l'île Caroline sont considérés parmi les plus intacts de l'océan Pacifique. Contrairement à de nombreux autres écosystèmes coralliens, ces récifs restent relativement peu affectés par la pollution, la surpêche ou d'autres activités humaines destructrices. Ils fournissent un habitat vital pour une variété d'espèces marines, contribuant à la biodiversité mondiale. Les eaux des lagons de l'île contiennent des formations coralliennes vibrantes qui jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé des écosystèmes marins. L'île Caroline est restée largement intacte en raison de son emplacement isolé. Il n'y a ni résidents permanents, ni infrastructures, ni tourisme à grande échelle. Elle fut découverte par les Européens en 1606, lorsque l'explorateur portugais Pedro Fernandes de Queiroz l'aperçut. Cependant, elle fut nommée île Caroline en 1795 par le capitaine William Robert Broughton de la marine britannique. L'atoll connut brièvement une activité humaine au XIXe et XXe siècle lorsqu'il fut utilisé pour l'extraction de guano et les plantations de cocotiers, mais ces entreprises furent de courte durée. Le gouvernement de Kiribati l'a ensuite désigné comme une zone protégée, empêchant tout impact humain supplémentaire. Malgré son isolement, l'île Caroline fait face à des défis environnementaux. L'élévation du niveau de la mer, due au changement climatique, constitue une menace importante pour les îles basses comme Caroline.
Les Nations Unies ont identifié ces îles comme étant à risque de submersion d'ici le prochain siècle si les températures mondiales continuent d'augmenter. Le point culminant de l'atoll n'est qu'à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, le rendant très vulnérable à l'érosion et aux inondations. De plus, l'acidification des océans affecte les récifs coralliens environnants, affaiblissant les structures qui soutiennent la vie marine. L'isolement de l'île Caroline a préservé un écosystème qui offre des perspectives sur la biodiversité marine et la résilience climatique. Cependant, des efforts mondiaux continus seront nécessaires pour protéger son environnement délicat pour les générations futures. Numéro 3. Les îles Selvagen. Situées dans l'océan Atlantique Nord, entre Madère et les îles Canaries, les îles Selvagen, ou Ilhas Selvagens, sont l'un des territoires les plus reculés d'Europe. Ces petites îles inhabitées appartiennent au Portugal et sont protégées en tant que réserve naturelle depuis 1971. En raison de leur isolement et de leur politique de conservation stricte, les îles servent de refuge essentiel pour la faune, en particulier les oiseaux marins. Les îles Selvagen se composent de deux groupes d'îles principaux, Selvagem Grande et Selvagem Pequena, ainsi que de plusieurs îlots plus petits. Ces îles ont un paysage volcanique accidenté avec des sources d'eau douce limitées, les rendant inadaptées à une colonie humaine permanente. Tout au long de l'histoire, il y a eu des visites occasionnelles de marins, de scientifiques et de conservationnistes, mais les îles n'ont jamais eu une population humaine stable. Leur importance principale réside dans leur rôle de sanctuaire pour diverses espèces. En 1971, le gouvernement portugais a officiellement désigné les îles Selvagen comme une réserve naturelle stricte. Cette protection visait principalement à conserver les populations diversifiées d'oiseaux marins qui dépendent des îles pour leur nidification. L'une des espèces les plus notables trouvées ici est le puffin cendré, avec plus de 20 000 couples reproducteurs recensés. Cette colonie est l'une des plus grandes au monde. D'autres oiseaux marins, y compris les pétrels de Bulwer et les pétrels tempête à face blanche, utilisent également les îles comme lieu de reproduction. L'isolement des îles a aidé à maintenir leur écosystème, mais elles ne sont pas entièrement exemptes de menaces environnementales. L'élévation du niveau de la mer et le changement climatique posent un risque important pour les zones basses des îles. De plus, les espèces invasives, telles que les rats et les plantes non indigènes, peuvent perturber l'équilibre écologique délicat en s'attaquant aux œufs d'oiseaux ou en supplantant la flore indigène. Des efforts de conservation, y compris une surveillance régulière et l'élimination des espèces invasives, sont en cours pour atténuer ces risques. L'accès aux îles Selvagens est strictement contrôlé. Seuls les chercheurs, les conservationnistes et un nombre limité d'écotouristes sont autorisés à visiter chaque année. L'Institut portugais pour la conservation de la nature et des forêts supervise les efforts de préservation, garantissant un impact humain minimal sur l'environnement fragile de l'île. En raison de l'accès restreint et de la protection continue, les îles restent l'un des rares endroits au monde où les populations d'oiseaux marins peuvent prospérer sans perturbation humaine significative. La pêche illégale dans les eaux environnantes a également été une préoccupation. La zone marine autour des îles abrite diverses espèces de poissons et soutient la biodiversité marine. Pour lutter contre la pêche illégale, les autorités portugaises ont intensifié les patrouilles et renforcé les réglementations pour sauvegarder la vie marine dans la réserve. Les îles Selvagen ont une importance écologique mondiale au-delà de la juridiction du Portugal. Leur conservation contribue à la protection des espèces d'oiseaux migrateurs qui voyagent à travers les frontières internationales. Les recherches en cours sur ces îles aident les scientifiques à mieux comprendre les écosystèmes marins, les effets du changement climatique et l'impact des espèces invasives sur les habitats isolés. Numéro 2. L'île Lord Howe. L'île Lord Howe est une île en forme de croissant dans la mer de Tasman, située à environ 600 km à l'est de l'Australie continentale. Elle fait partie de l'État de Nouvelle-Galles du Sud et est remarquable pour sa riche biodiversité et ses paysages préservés. L'île fut découverte par le lieutenant britannique Henry Lichbird Ball en 1788, alors qu'il était en route vers l'île Norfolk. Au début du 19e siècle, elle devint un point d'arrêt pour les baleiniers, et plus tard, une colonie permanente fut établie en 1834. L'une des caractéristiques déterminantes de l'île Lord Howe est son récif corallien, qui est le récif corallien le plus méridional au monde. Le récif s'étend sur plus de 6 km et abrite une vaste gamme de vie marine.
Selon l'autorité du parc marin de la Grande Barrière de Corail, le récif abrite plus de 500 espèces de poissons et environ 90 espèces de coraux. La présence de ce récif est vitale pour l'environnement local, car il sert de barrière naturelle contre l'érosion côtière, soutient l'économie de la pêche locale et fournit un habitat pour de nombreuses espèces qui contribuent à la biodiversité marine au-delà des eaux de l'île. La durabilité est une priorité clé pour l'île Lord Howe. Le gouvernement local a mis en place des politiques de conservation strictes pour protéger son environnement. Une de ces mesures est la limitation du nombre de touristes à un maximum de 400 visiteurs à tout moment. Cette restriction prévient les impacts négatifs du tourisme de masse tout en permettant des avantages économiques grâce à un écotourisme contrôlé. Le modèle de conservation de l'île a obtenu une reconnaissance internationale et est considéré comme une approche réussie pour équilibrer l'activité humaine avec la protection de l'environnement. En 1982, l'île Lord Howe fut désignée site du patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de son importance écologique. Cette désignation reconnaît la vie végétale et animale unique de l'île, y compris de nombreuses espèces endémiques telles que la gallinule de Lord Howe, qui était autrefois presque éteinte, mais a depuis été relancée grâce aux efforts de conservation. L'île sert également de lieu de reproduction pour plusieurs espèces d'oiseaux marins, soulignant davantage sa valeur écologique. Les résidents de l'île participent activement aux efforts de durabilité. La communauté privilégie l'utilisation de sources d'énergie renouvelables pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles. La gestion des déchets est strictement réglementée et des efforts sont faits pour minimiser la pollution. De plus, des mesures de biosécurité sont en place pour empêcher l'introduction d'espèces invasives qui pourraient menacer la flore et la faune indigène. Numéro 1. Palawan. Souvent appelée la dernière frontière des Philippines, Palawan est reconnue pour ses paysages vierges, sa riche biodiversité et ses écosystèmes marins. Située dans la partie la plus occidentale du pays, Palawan se compose de l'île principale et de plus de 1700 îles et îlots plus petits. Sa position géographique a contribué à préserver son intégrité écologique, en faisant l'une des régions les plus biologiquement diversifiées d'Asie du Sud-Est. L'île abrite certaines des plages et attractions naturelles les plus connues des Philippines. El Nido et Coron sont deux des zones les plus visitées, célèbres pour leurs falaises calcaires, leurs eaux cristallines et leurs lagons cachés. Ces lieux ne sont pas seulement des destinations touristiques populaires, mais aussi des habitats marins essentiels. Les récifs coralliens entourant Palawan soutiennent plus de 6100 espèces de poissons et de nombreuses espèces de vie marine. Selon le département du tourisme des Philippines, les plages de Palawan jouent un rôle crucial dans la conservation marine, avec des efforts de tourisme et de pêche durables, bénéficiant à la fois aux communautés locales et à l'environnement. L'un des sites écologiques les plus significatifs de Palawan est le parc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette rivière souterraine s'étend sur environ 8,2 km à travers un système de grottes calcaires et est l'une des rivières souterraines navigables les plus longues au monde. Le parc abrite diverses flores et faunes endémiques et est considéré comme une zone essentielle pour la conservation de la biodiversité. Au-delà de ces systèmes marins et de grottes, les forêts tropicales de Palawan abritent une vaste gamme d'animaux sauvages, y compris plusieurs espèces rares et menacées. Le faisan paon de Palawan, le pangolin philippine et le dugong, ou vache de mer, font partie des espèces qui rendent l'île importante pour les efforts de conservation. Diverses organisations, y compris le Conseil de Palawan pour le développement durable, travaillent activement à protéger ces espèces et leurs habitats. L'engagement de Palawan envers la durabilité va au-delà des efforts de conservation. De nombreuses femmes locales sont impliquées dans des initiatives d'écotourisme, travaillant comme guides touristiques dans les zones de mangroves ou éduquant les visiteurs sur la flore et la faune de la région. Ces initiatives contribuent à générer des opportunités économiques tout en promouvant la sensibilisation et la protection de l'environnement. En plus d'être une destination touristique de premier plan, Palawan offre une haute qualité de vie à un coût relativement bas. L'accessibilité financière de l'île en a fait un lieu attrayant pour les retraités et les expatriés. Un rapport de Numbeo, une base de données mondiale sur le coût de la vie, souligne que les dépenses de vie à Palawan sont nettement inférieures à celles des grands centres urbains, contribuant à son attrait croissant pour ceux qui recherchent un mode de vie plus calme.